Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au programme aujourd'hui, un exercice de sauvetage en pleine mer, une visite au phare de Thévenec et un focus sur les plantes médicinales. Et puis des expériences et de l'archéologie à l'occasion de la fête de la science qui a lieu du 7 au 11 octobre. Céline Kergonan, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'association Mémoire du Cresse-Braise à Carré et vous proposez cette semaine des ateliers d'archéologie. Anthony Offret à vos côtés, bonjour. Bonjour. Vous faites partie des Petits Débrouillards, l'association qui vulgarise à grands coups d'expérience ludique, qui vulgarise la science. Vous serez bien sûr très présent dans le Finistère durant cette fête de la science. Et aujourd'hui, vous allez encore une fois nous surprendre avec une belle expérience. Anthony, ce sera tout à l'heure. Et puis le mardi rime avec économie sur TVO, n'est-ce pas Christophe? Bonjour Pauline. Donc vous nous parlez de quoi aujourd'hui? On va parler d'innovation. Reboot en anglais, vous savez ce que ça veut dire, Pauline? Redémarrer. Ah oui, exactement, bravo. Réinitialisation, c'est le nom d'un atelier qui se déroule durant les 360 possibles à Brest, où des chefs d'entreprise aident d'autres chefs d'entreprise, une démarche participative innovante. Ce sera tout à l'heure dans l'instant éco. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce mardi 6 octobre. Et un exercice de sauvetage grandeur nature pour le Fromveur ce mardi. Aux abords de l'île d'Ouessant, le ferry passager de la compagnie Penarbed a simulé un incendie pour tester le dispositif de sécurité. Frédéric Lorenzon a suivi l'opération. Mayday, Mayday, Mayday. Ici le Fromveur 2. J'ai subi une explosion dans mon compartiment machine. L'alerte est donnée, le Fromveur 2, navire à passagers, est en détresse avec 130 passagers à bord au large de Ouessant. Le CROSS évalue la situation et met en œuvre les moyens de secours pour assister le navire. Un navire qui a été victime d'une explosion à bord, explosion en salle des machines, avec un début d'incendie. Donc là actuellement les investigations sont en cours pour évaluer d'une part l'ampleur des dégâts et d'autre part les développements prévisibles. Sur place, dans l'anse du Stif, l'abeille Bourbon, 6 vedettes SNSM, un bâtiment de la Marine nationale sont mobilisés, ainsi que 4 hélicoptères. Vous venez d'assister à plusieurs opérations d'élitroyage. Une équipe de marins-pompiers a été élitroyée à bord du Fromveur 2 pour éteindre l'incendie qui est à bord. Ensuite, nous avons plusieurs blessés, des blessés graves. Après l'élitroyage de ces blessés graves et l'intervention de l'équipe pour éteindre l'incendie, un gigantesque radeau est mis à l'eau pour évacuer 130 passagers, des jeunes de différents lycées qui jouent les occupants. Un dauphin s'invite même à l'exercice. À terre, chacun livre son impression. Ça s'est bien passé. C'était un peu long à un moment, on a attendu longtemps. Et puis après on est passé dans le radeau et puis ensuite on est monté sur la vedette SNSM et on est parti. Je pense qu'il y avait un grand problème de communication parce qu'ils n'ont pas dit comment on doit l'utiliser, non plus comment on doit faire. Et j'imagine dans des situations de crise, ça va être vraiment un grand problème avec la panique et tout. En début d'après-midi, l'évacuation est terminée. Les blessés sont traités dans un poste médical avancé installé dans la gare maritime d'Ouessant. L'exercice permet de valider le dispositif hors sec. Dans ce type d'opération, c'est que les secours fonctionnent bien, soient déclenchés à temps, se parlent entre eux et que la fluidité de l'évacuation des passagers, du traitement des blessés soit assurée tout au long de la chaîne. Le radeau géant est ramené à terre. En France, seulement 5 à 6 bateaux possèdent de tels équipements de sécurité capables d'embarquer 150 passagers. Le phare de Thévenec au large de la Pointe du Raz, bientôt sous le feu des projecteurs. Le passionné des phares Marc Pointu s'apprête à y vivre en solitaire durant 60 jours. Pour préparer cette aventure insolite, une équipe de bénévoles s'est rendue sur le Caillou et Camille Pochet les a accompagnés. Marc Pointu s'apprête à vivre 60 jours sur le mythique phare de Thévenec. Derrière lui, toute une équipe s'affaire. Les bénévoles transportent l'eau, la nourriture et le mobilier sur le rocher. Il leur reste 15 jours avant le début du projet. Tout l'été, accoster et travailler dans le phare a été impossible. En cause, le mauvais temps. Ce samedi, la mer est calme, les bénévoles montent les cartons et les derniers travaux peuvent commencer. Alors ce que je suis en train de faire, c'est simple, c'est la ligne de vie tout inox pour que Marc puisse sortir pendant son séjour là, de 60 jours sur le phare. S'il y a un peu de mauvais temps ou même sans, ça sera une sécurité comme il est tout seul. Il aura un harnais, baudrier, etc. Avec une ligne de vie, il pourra s'accrocher et faire le tour de la porte jusqu'au bout du pignon, ce qui lui donne une bonne vue. Et profiter quand même malgré tout de tout le coin, même dans le mauvais temps. Voilà. C'est ici que Marc Pointu va vivre pendant 2 mois. Dans sa réserve, une bouteille d'eau potable par jour et des vivres.
Dans sa pièce, un coin cuisine et un coin nuit. Tout est en place, ou presque. On a déjà nettoyé le phare, on a enlevé tous les déchets qu'on a pu y trouver, on a préparé l'extérieur avec des lignes de vie pour qu'il puisse sortir. Voilà, donc après les conditions qui arrivent là sur la période de octobre-novembre, on va commencer, on est dans l'automne, on va se rapprocher de l'hiver, donc on va avoir des conditions extérieures, climatiques qui peuvent être assez difficiles, qui sont la mer d'Iroise, donc voilà, avec des fortes houles, des tempêtes, donc je pense qu'il risque d'être un petit peu isolé et pas pouvoir sortir tous les jours. Ici, on est dans un endroit qui est très humide, on est un milieu salin qui est très humide, donc il faut se protéger de l'humidité. C'est pour ça que je disais que pouvait être comparable à quelqu'un qui fait le tour du monde dans son voilier. Manque encore la parabole pour transmettre les traces de son aventure solitaire. En attendant, les bénévoles de l'association feront encore quelques allers-retours en bateau sur Thévenec. Début du défi à la mi-octobre ou un peu plus tard, selon la météo. Bonjour. Au rendez-vous des simples ce week-end à Plounéour-Ménez, les adeptes des plantes médicinales ont pu déguster des tisanes, tester des huiles essentielles ou tout simplement acheter des plantes. Et ils étaient nombreux à vouloir se soigner au naturel. Reportage de Camille Pochet. En tisane, en yaourt ou en huile essentielle, les plantes médicinales séduisent. Marie-Jo les étudie depuis plus de 20 ans. Ancienne infirmière, elle a créé une école d'herboristerie dans les Monts d'Arrée et ça marche. Notre projet plutôt global, c'est d'ouvrir cette formation sur des nouveaux métiers, développer la filière de plantes aromatiques et médicinales, les laboratoires de transformation de plantes et d'aliments, et puis continuer à éduquer. Les élèves trouvent toutes sortes d'applications pour utiliser ces plantes, comme ici, dans des yaourts fabriqués à base de céréales. Et je fais une bouillie, un peu comme la bouillie d'avoine autrefois, ce qu'on appelait iode en breton. Et je fais une fermentation de cette bouillie. J'utilise des plantes comme le thym. Le thym, par exemple, on sait que c'est bon plutôt pour tout ce qui est rhume, pour tout ce qui est... donc ça me permet de... ça, on va dire que c'est du basique, mais petit à petit d'avoir un peu plus de connaissances pour mieux conseiller mes clients. L'engouement pour les plantes médicinales ne faiblit pas. Si l'association Cap Santé a commencé à s'y intéresser il y a 20 ans, l'activité était très confidentielle. On était 5 personnes au début de l'association. Alors aujourd'hui, ça s'est quand même pas mal développé. Donc il y a deux salariés à temps plein, une vingtaine de formateurs, 500 stagiaires sur l'année. Il y a eu les scandales alimentaires, il y a eu des déboires au niveau des médicaments chimiques, etc. Tout ça a fait qu'il y a un engouement pour les plantes et les gens cherchent d'autres solutions pour être en bonne santé en fait. Même si elles restent souvent un remède complémentaire aux médicaments classiques, les plantes et leurs vertus ont probablement de beaux jours devant elles. La fête de la science, ça démarre mercredi. On en parle tout de suite avec nos invités. Alors jusqu'au 11 octobre, la science est en fête partout en France. Dans le Finistère, de nombreux événements sont prévus. L'occasion de manipuler, de tester, d'échanger avec des chercheurs, de visiter des laboratoires. Bref, l'occasion d'en savoir plus sur l'univers de la science. Céline Kergonan, vous faites donc partie des mémoires du Crèce-Braise à Carhaix. Vous proposez des ateliers d'archéologie. Et oui, parce que l'archéologie est une science. Anthony Offrette, à côté de vous, vous faites donc partie des petits débrouillards. Vous intervenez dans le Finistère, bien sûr, pendant la fête de la science. Alors vous qui tentez de sensibiliser un public toujours plus large à la science, Anthony, est-ce que la fête de la science, c'est vraiment un événement clé, un événement important de l'année? C'est un des grands rendez-vous de culture scientifique et technique du calendrier, en fait. Tous les ans, depuis plus de 20 ans, on se retrouve. 24e édition. Voilà, c'est ça. C'était au mois de juin à une époque, et maintenant c'est à l'automne, et c'est très bien, en fait. En gros, on se retrouve avec des scientifiques, puisque c'est aussi l'occasion pour les chercheurs de sortir des laboratoires, et c'est aussi l'occasion pour les structures de culture scientifique, comme les petits débrouillards, comme plein d'autres, d'aller à la rencontre des publics pour présenter, à l'occasion de cette grande fête, en fait, des expériences, des sciences, tout type de sciences, des sciences humaines, en passant par les sciences des sciences humaines, justement. L'archéologie est classée dans les sciences humaines, Céline. En particulier. Alors, dans les ateliers d'archéologie que vous proposez à Carhaix dès ce mercredi, il est question de s'initier aux techniques de l'archéologie en s'amusant, en expérimentant, en reproduisant les gestes et les savoir-faire de nos ancêtres. Alors ici, la science, c'est lié au patrimoine local, c'est ça? Oui, en fait, on s'appuie sur les découvertes qui ont pu être faites sur le centre-ouest Bretagne en particulier. Donc, on est sur 3 départements. Et l'idée, c'était de pouvoir faire connaître ce patrimoine et ses richesses
Express. Donc il y a un inventaire qui vient de se terminer et qui nous a permis de comprendre que le centre était aussi habité, que c'était pas que le littoral. Et donc on a plus de 1500 sites qui ont été mis au jour, voilà. Et sur ces 1500, il y en a 75 qui vont être vraiment valorisés. Et nous, on s'appuie sur ces différentes recherches, donc pour les faire découvrir aux plus jeunes, on va dire, mais au final, on se retrouve aussi avec les parents, les grands-parents. Ça intéresse tout le monde. Voilà, c'est ça. Quelle période historique est concernée par les fouilles carisiennes? On commence avec la préhistoire. C'est vrai qu'on a le site de Ménez-Drégan, par exemple, qui est quand même sur Plouhinec une des références aujourd'hui à l'échelle européenne. Et on va jusqu'au Moyen-Âge, qui est encore méconnu en Bretagne. On fait partie quand même des régions où, pour l'archéologie, c'est plutôt les mégalithes qui ont été fouillés. Et donc, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, on est encore dans le creux historique. Voilà, donc on va essayer de faire découvrir à tous ces périodes-là. Alors, vous écrivez les cours d'archéo-art comme de l'art. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une dimension artistique aussi dans ces ateliers. L'idée, c'était vraiment de pouvoir comprendre les techniques liées à l'architecture, mais aussi, par exemple, sur Carré, on n'a pas retrouvé de mosaïque antique, mais on a des enduits peints sur les murs, on a des fresques murales avec des pigments qu'on peut retrouver même sur Pompéi, avec des rouges, des verts, des bleus, qui étaient importés d'Égypte. Et donc, on essaie de faire comprendre comment cette technique de l'enduit peint était pratiquée à l'Antiquité, avec les mêmes méthodes. Qui reproduisent. Voilà, c'est ça. Et on reproduit aussi de la géométrie ou des personnages qu'on a pu retrouver en fouille. Voilà. Qu'est-ce qui surprend le plus les enfants dans ces ateliers-là? La partie vraiment sur la fouille, c'est vrai qu'au tout début, on leur explique vraiment ce que c'est que le métier d'archéologue, parce que pour beaucoup, le mélange se fait avec les dinosaures, le paléontologue, et donc il y a déjà cette première explication à aborder, et puis après c'est plein d'autres techniques, parce que quand on parle d'archéologie, on se doute pas qu'il y a aussi le spécialiste de la céramique, celui qui est le numismate qui s'occupe de la monnaie, qu'on a aussi du géomètre avec un théodolite, enfin voilà, il y a plein de choses un peu plus complexes. Scientifiques finalement. C'est ça, et plein de métiers qu'on retrouve, que ce soit un dessinateur, un photographe, dont on a besoin sur un chantier. Donc voilà. Anthony, tout ça, c'est une façon de montrer aux plus jeunes que la science est partout et ne se limite pas seulement aux maths, à la physique, à la bio qu'on apprend à l'école? Oui. De toute façon, le domaine des sciences est vaste. Comme je disais, ça va des sciences de la matière, la physique, la biologie, jusqu'aux sciences humaines et sociales, donc l'archéologie, mais aussi l'histoire. Donc il y a plusieurs domaines qui seront présentés à la fête de la science. Oui. Parce que quand je parlais des matières comme ça à l'école, certains font un peu des blocages parfois. Alors qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ceux qui disent parfois « Ah, moi, tout ce qui est scientifique, c'est vraiment pas mon truc ». Je dirais que si on n'a pas aimé les sciences, c'est qu'il y a un problème quand même avec la discipline. Mais après, tout le monde est logique, tout le monde sait raisonner, tout le monde sait cuisiner. Par exemple, la cuisine, c'est les débuts de la chimie. Dans la salle de bain aussi, on a plein de produits. C'est aussi l'occasion de faire de la chimie. La science, c'est un peu une manière rationnelle d'observer le monde qui nous entoure pour comprendre finement les choses. On sait aujourd'hui, qu'on dit le matin, tiens, le soleil se lève, tiens, le soleil se couche le soir. On sait bien que c'est pas le soleil qui a bougé dans le ciel. On sait tous que c'est la Terre qui a tourné. C'est ça, faire de la science, c'est aller au-delà des évidences qui s'offrent à nous pour comprendre comment le monde fonctionne. Et je pense que tout le monde a un peu de curiosité pour explorer ce monde. Alors justement, on est très curieux de savoir ce que vous allez faire avec... Alors vous voulez que je vous montre mon expérience? Ça a pas l'air d'être de la cuisine. Voilà, c'est presque de la cuisine, puisque j'ai pris du vinaigre, j'ai pris du bicarbonate de sodium. Le bicarbonate, c'est le composant principal des levures chimiques, par exemple. Donc j'en prends généreusement. Ça sert à plein de choses. On peut en mettre dans son frigo contre les odeurs. Ça fait des bains adoucissants, etc. Pour nettoyer ses dents, c'est vrai, c'est le plus vieux dentifrice. Et donc je vais verser du vinaigre blanc de base. Ça marche avec tous les vinaigres. Si vous avez du vinaigre de noix ou du vinaigre à la framboise, ça va être pareil. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça fait des bulles. Si ça fait des bulles, ça veut dire qu'il y a du gaz qui sort. Et ce gaz, je vais le prendre et le verser dans mon pot de confiture à côté. Attention. Donc, alors c'est ça qui est bien, c'est que la science, ça nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc moi, je vois très bien le gaz que je verse là. Et donc vous allez donc là, vous avez simplement versé du gaz dans l'autre pot. Et maintenant, vous voyez la bougie qui est allumée là. Je vais verser le gaz qui était dans ce verre là et ça va l'éteindre. Vous voyez bien c'est presque du mime avec du vide. Voilà. C'est magnifique. En fait, ça nous permet, alors après, on peut se poser des questions, comprendre comment ça se fait, pourquoi. Je vous laisse réfléchir. Et puis, si vous êtes curieux, vous irez voir sur le site Wiki Débrouillard, où il y a beaucoup d'explications et d'expériences. Là, on voit que vous faites de la science avec des choses très simples, ça attire l'attention. Est-ce qu'au contraire, les nouvelles technologies aujourd'hui permettent de séduire un public toujours plus large à la science, Anthony? C'est compliqué. Alors justement, pour ce qui est des nouvelles technologies, on va demander aux sociologues ce qu'ils en pensent. J'ai la chance d'avoir été embauché par l'université
l'université de Rennes 2 dans la filière usétique, usage socio-éducatif des technologies de l'information et de la communication. Et là, les sociologues ont observé que ça dépend de nos pratiques culturelles. C'est-à-dire qu'en gros, on va utiliser le numérique pour discuter avec les copains sur Facebook ou mater des vidéos de chats sur YouTube. Mais on peut aussi, ce qui est un usage presque de la télé, en fait, de l'ordinaire de la télé, ou alors on peut utiliser le numérique pour se documenter sur Wikipédia, aller lire des publications scientifiques ou des documents historiques, etc., voir les archives de la ville de Brest qui sont en ligne, voir la photo aérienne de la ville de Brest pour s'intéresser à sa vie de tous les jours, à son patrimoine, à son histoire, et se cultiver un peu plus. Donc les personnes qui auront été éduquées à avoir un usage enrichi du numérique, vont pouvoir se cultiver un peu plus. Les personnes qui ne savent pas utiliser le numérique pour aller plus loin, auront un usage simple, on va dire, du numérique. Ce qui fait que il est nécessaire d'avoir une action positive, éducative, pour savoir utiliser les outils numériques pour s'émanciper, pour se cultiver, pour en savoir plus. Peut-être vous utilisez des tablettes, des choses comme ça avec le Mémoire du Crèze-Brest? Même chose, je suis chargée aussi d'enseignement sur Rennes 2 et on a une partie qui est consacrée vraiment à tout ce qui est usage de l'outil numérique. Et dans la médiation culturelle en particulier, on le voit même aujourd'hui sur plein d'espaces muséaux, que ce soit de la tablette tactile, de la 3D, on a de la 2D aussi, des choses comme ça, on l'utilise énormément. Après, c'est vrai que l'idée, c'est que chacun puisse se l'approprier et que ce ne soit pas quelque chose qui nous semble rébarbatif ou qu'on soit réticent à l'utiliser. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de constructif, d'éducatif derrière. Oui. En tous les cas, ça peut attirer les imprimantes 3D, par exemple, que les petits débrouillards mettent... avec les Fabriques du Ponant, le Fab Lab de Brest, on a donc quelques imprimantes 3D. Avec le musée des Beaux-Arts de la ville de Brest, au moment des Journées du patrimoine, on avait organisé Artemix, le remix du musée des Beaux-Arts. Et en fait, on avait nos imprimantes 3D, on avait notre scanner 3D, on avait scanné des sculptures et on les avait imprimées. On aurait pu se permettre même de les modifier, de les transformer, de les recréer, de refaire un travail dessus. C'est-à-dire qu'en gros, le numérique a un petit côté fun aussi, c'est le côté amusant, nouveau, plaisir, mais je dirais qu'il n'y a pas que ce côté-là. Il ne faut pas oublier que si on utilise le numérique que pour du fun, ça serait un peu pauvre. On a aussi ce côté, on a scanné des sculptures, on a scanné un Christ qui datait de la fin du 19e siècle. Il est disponible sur Internet. Aujourd'hui, n'importe qui dans le monde peut s'amuser à imprimer le Christ en bois du musée des Beaux-Arts de Brest partout sur la planète. En fait, et pour en avoir une réplique physique en plastique évidemment, il peut le créer à l'échelle 1 ou 2 fois plus grand ou autre, mais c'est ce que permet le numérique, autrement dit, connecter tous les humains à l'échelle de la planète, partager des données qui peuvent être des objets physiques aujourd'hui, qu'on peut imprimer. On scanne, on envoie par Internet et on télécharge et on imprime. Ça donne un nouveau rapport à la matière, aux objets et à la culture en fait. On n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais que vous disiez un mot, Anthony, sur les Brest Science Hack Day. Alors le Science Hack Day, ce sont alors ça veut dire science, tout le monde voit, hack c'est le bricolage en anglais, tout hack c'est bricoler, day les journées, donc les journées du bricolage scientifique. On invite toutes les Brestoises et tous les Brestois, les 28 et 29 novembre, à l'Université de Bretagne occidentale, l'UBO, à passer 2 jours pour réinventer la ville, remixer, proposer du paiement sans contact pour les bus, inventer tout ce qu'on veut pour améliorer la vie ensemble en ville. Alors, pour tout connaître, des ateliers archéologie proposés par Mémoire du Crèze-Brest, rendez-vous sur crèzebraise.org. Pour tout savoir sur les petits débrouillards et sur les bons rendez-vous proposés, c'est wikidébrouillard.org. Et puis, il y a des tas d'autres rendez-vous proposés donc du 7 au 11 octobre dans le Finistère, comme par exemple un village des sciences à Océanopolis, à Brest évidemment, ou encore la station biologique de Roscoff qui ouvre ses portes au public le 11 octobre. Voilà. Vous retrouvez tous ces rendez-vous, toutes les infos sur fêtedelaScience.fr. Merci à vous et tout de suite on passe à l'instant éco. Christophe, cette semaine, vous nous parlez d'innovation dans l'instant éco. Oui, on va quasiment prolonger un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure, puisqu'on parlait de la fête de la science, mais aussi de beaucoup de choses qui sont collaboratives. Et là, en l'occurrence, lors des 360 possibles, c'est un rendez-vous régional à destination des PME. C'est l'ancienne semaine de l'innovation. Durant 2 jours, plus de 80 ateliers, conférences et tables rondes sont proposés autour de la thématique de l'innovation sous toutes ses formes, qu'elles soient techniques, marketing, commerciales et même managériales. Une question primordiale pour les entreprises, proposer de nouveaux produits, notamment à haute valeur ajoutée, sont des leviers de développement économique pour les PME. Et bien souvent, elles sont dépourvues de services de R&D, recherche et développement dignes de ce nom. Alors, quels sont les freins liés à l'innovation dans les PME ? Aujourd'hui, le premier frein, c'est l'argent. En fonction de leur secteur d'activité, les entreprises consacrent entre
0 et 20% de leur chiffre d'affaires à la recherche et au développement. Pour les plus frileux, ça se comprend un peu parce que souvent c'est des aventures qui sont un peu aléatoires, mais qui peuvent permettre malgré tout de se différencier, notamment face à la concurrence. La recherche et l'innovation nécessitent des besoins importants en capitaux, on vient de l'aborder, et en ressources humaines. Et c'est là le deuxième frein, le manque de temps, comme nous l'explique Hervé Buzit, qui est à la tête d'une biscuiterie artisanale de 15 salariés à côté de Morlaix. On est toujours absorbé par un problème pratique, soit d'approvisionnement, soit de fonctionnement d'une machine ou de fonctionnement de l'entreprise en général. Et quand on se mêle d'innovation, c'est plutôt quelque chose qui est fait sur un coin de table, c'est une intuition. On vérifie pas forcément, c'est vérifié a posteriori, ça a marché ou ça n'a pas marché, mais c'est pas une démarche très scientifique, et c'est surtout une démarche à laquelle on consacre quand même assez peu de temps. On se dit pas, allez, cet après-midi, je vais faire pendant 4 heures de l'innovation. Alors Hervé Buzit, qu'on vient juste d'entendre, Christophe, a participé à l'atelier Reboot Camp lors des 360 possibles à Brest. C'est quoi le principe de cet atelier? Alors comme 3 autres chefs d'entreprise, Hervé Buzit va présenter une problématique à laquelle il est confronté dans sa société. En face de lui, 8 dirigeants de PME exerçant, bien sûr, dans d'autres domaines d'activité, vont le conseiller pour tenter de débloquer une situation à laquelle il ne trouve pas de solution. Des fois, c'est pas grand-chose, mais il faut des petits conseils, justement, un point de vue extérieur. Les réponses peuvent être techniques sur la production, admettons changer une ligne de production, marketing, commercial, ou encore ça peut être même des questions liées au management d'une entreprise, c'est-à-dire, voilà, j'ai tant d'employés, moi sur mon planning, j'arrive pas à le faire, un conseil d'autres chefs d'entreprise, et ça peut débloquer des fois beaucoup de choses. Les chefs d'entreprise connaissent souvent les mêmes difficultés, et ils sont pour le coup les plus à même d'aider leurs pairs. L'exercice est inédit, innovation collaborative, c'est une nouvelle manière en fait aussi de se développer. Alors cette année, c'est la 2e édition du Reboot Camp. Oui, la première édition avait lieu à Rennes à l'occasion des 360 possibles. Et l'an dernier, Christian Guyader, le PDG du groupe alimentaire, a soumis ses difficultés à un panel de chefs d'entreprise. Il avait, lui, des difficultés liées à la vente de terrine de poisson. Voilà, c'est un produit bien spécifique, et des verrous que le PDG a réussi à faire sauter grâce notamment à l'expérience de ce Reboot Camp. Et Frédéric Rode, le directeur de BDI, c'est Bretagne Développement Innovation, revient sur la première édition et sur le cas concret de l'entreprise Guyader qui est basée à Landré-Varzec. Les retours principaux, c'est Christian Guyader nous a dit, mais en 4 heures, je ne pensais pas qu'on aurait pu arriver à des choses aussi concrètes. Vous êtes venu me confirmer des problèmes, des choses dont j'avais conscience. Vous êtes venu me confirmer les pistes de solutions que j'avais prises. Vous êtes venu accélérer ma prise de décision sur tel ou tel sujet. Donc retour très positif. Les 4 entreprises qui ont été rebootées l'année dernière nous ont amené exactement les mêmes retours. C'est ce qui nous a décidé à reproduire cet exercice cette année. Et entre-temps, on a même été sollicité pour en faire d'autres dans d'autres entreprises et dans d'autres structures de l'écosystème. Donc on voit que c'est pratique, c'est pragmatique, ça fonctionne, donc on le repropose. Pratique, pragmatique, les chefs d'entreprise parlent exactement le même langage et les résultats sont là. Christian Guyader va même annoncer cette semaine, à l'occasion des 360 possibles à Brest, les mesures qu'il appliquera dans son entreprise pour relancer la production, ou du moins justement lever ce verrou qui lui posait problème pour la vente de ses verrines de poisson. Et le Reboot Camp se déroule les 7 et 8 octobre, mercredi et jeudi, dans le cadre des 360 possibles à Brest. Cette 2e édition s'annonce prometteuse. 720 participants sont déjà inscrits. Merci beaucoup. Christophe, tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mercredi à 18h30 sur TBO, retrouvez On n'est pas des moutons, votre magazine mensuel réalisé par des jeunes. Alors au programme de ce numéro, l'aventure géocyclable, l'échappe festival ou encore une interview d'Antoine Pix. Regardez. Aujourd'hui, on est à Saint-Renan avec Antoine Coat, alias Antoine Pix, photographe amateur. Bonjour Antoine. Bonjour. Est-ce que vous avez des inspirations particulières? Alors les inspirations, je suis ouvert vraiment à plein de choses, je suis multifacette. Je peux faire du sport comme
du paysage, de l'urbain. Mes filles, j'ai 2 filles, je les shoote tout le temps, je suis tout le temps en train de les photographier. Les amis, les soirées, etc. Et puis après, comme je disais, les paysages, on peut partir sur l'urbain en pleine ville, de nuit, de jour, il y a tellement de choses à faire. À Brest, c'est une ville où il se passe toujours quelque chose. Voilà, alors il nous reste un tout petit peu de temps, Anthony, pour une dernière expérience. C'est parti. Voilà, donc j'ai mis de l'eau dans une assiette et là je disperse un peu de poivre avec mon moulin à poivre. Ce sont des requins, des peaux bleues, un peu comme il y a en baie de Douarnenez. Vous savez qu'il y a des requins peaux bleues en baie de Douarnenez. Et là, donc, je vais aller me baigner, mais je vais prendre soin de me draper d'un produit anti-requin. Et donc forcément, le produit anti-requin, c'est du liquide vaisselle. Et quand je me baigne, regardez, les requins ont peur. Ah, ils s'en vont tous sur le bord. Voilà. Génial. Et il y a évidemment une explication scientifique que vous retrouvez sur wikidébrouillard.org. C'est beau la science. Merci Anthony, merci beaucoup Céline. Merci Christophe, on vous retrouve mardi prochain. Et puis nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao.